Socrate sans défense. Non, Socrate n'était pas sans défense. Il savait se défendre en parole. Il maîtrisait l'art d'interroger et de répondre. Il savait se défendre physiquement. Il était, selon ses ennemis même, un redoutable soldat. Il a affronté les plus grands orateurs et les a terrassés. Il a combattu les plus terribles guerriers et leur a survécu. Certes, mais Socrate a aussi été traîné devant les tribunaux. Et devant ces tribunaux où l'art oratoire est la première arme pour assurer sa défense, Socrate a perdu. Ce grand philosophe qui savait si bien se défendre a été condamné à mort. Le maître en parole a eu des mots qui n'ont pas porté et se sont même retournés contre lui. Socrate savait-il vraiment se défendre ? Dans le Gorgias, Calliclès parle avec dédain des plus faibles. Subir l'injustice n'est même pas le fait d'un homme, c'est le fait d'un esclave qui, lésé et bafoué, n'est pas en état de se défendre. Comment ne pas entendre là un reproche anticipé à Socrate ? Calliclès dit à Socrate qu'il est un faible, qu'avec toute sa sagesse et sa vertu, il ne sera pas capable de se défendre le moment venu. Mais que veut dire se défendre soi-même ? Cela signifie-t-il, comme le prétend Calliclès, se défendre par tous les moyens, à n'importe quel prix, même au prix de l'injustice ? Cela signifie-t-il au contraire, comme l'affirme Socrate, se défendre en étant toujours fidèle à la justice et à la vertu ? Mais si la vertu est plus belle que le vice, n'est-elle pas toujours plus faible ? Le sage ne prend-il pas la vie pour un concours de beauté entre valeurs, alors qu'elle est une lutte féroce pour la survie ? Calliclès pose à Socrate de manière prophétique le problème de la défense de soi. Si l'on t'arrêtait et si l'on te traînait en prison en t'accusant d'un crime que tu n'aurais pas commis, tu sais bien que tu serais fort embarrassé, que tu resterais bouche bée sans savoir que dire et que, lorsque tu serais monté au tribunal, quelque méprisable que fût ton accusateur, tu serais mis à mort s'il lui plaisait de réclamer cette peine. Comment ne pas entendre là le reproche a posteriori adressé à toute la philosophie ? Si Socrate n'a pas pu se sauver avec toute sa sagesse, alors la sagesse ne vaut rien. L'avenir n'a-t-il pas donné raison à Calliclès ? Les faits n'ont-ils pas donné tort à Socrate ? Socrate a vaincu Calliclès sur le plan théorique, dans le discours, mais Calliclès paraît avoir gagné dans les faits, dans la pratique. Que vaut la sagesse si elle ne nous permet pas de nous défendre nous-mêmes, si elle nous met à la merci du premier venu ? Tel est le rude problème qui s'est posé à Platon, premier disciple de Socrate. Pour beaucoup de ses contemporains, ce n'est pas seulement Socrate qui est mort, c'est toute la philosophie qui a été jugée, condamnée, annihilée. Procès définitif dont elle ne pouvait se relever, sitôt née, sitôt morte. Si la fameuse philosophie nous rend incapables de nous défendre nous-mêmes, alors il vaut mieux qu'elle meure. Le père de la philosophie a failli en être le fossoyeur. Le père de la philosophie a failli ne pas avoir de fils d'héritier. Il en restait un. Lorsque Platon rédige les dialogues socratiques, il ne fait pas que défendre la mémoire de son maître. Il sauve toute la philosophie elle-même. Et le problème rencontré par Socrate et par Platon intéresse tout homme. Tout homme veut savoir comment se défendre. Tout le monde veut pouvoir se défendre contre les injustices. Que veut dire, au fond, se défendre soi-même ? En moins 399, un jeune homme d'une vingtaine d'années du nom de Mélétos intente un procès contre Socrate alors âgé de 70 ans. Les trois chefs d'accusation sont les suivants: corruption de la jeunesse, négation des dieux de la cité, introduction de dieux nouveaux. La peine de mort est encourue. Socrate devra s'exprimer devant 500 juges, 500 citoyens. Ils voteront sa culpabilité, puis la peine de mort. Qu'est-ce que Socrate est allé faire dans cette galère ? L'apologie ne signifie pas l'éloge. Le mot apologie ne prendra le sens d'éloge qu'après une extension de son sens initial. Étymologiquement, le mot apologie signifie le plaidoyer. Socrate va devoir plaider pour sa défense. À l'époque, il n'était pas rare qu'un citoyen se retrouve devant les tribunaux à risquer le pire. C'était la raison pour laquelle les parents aisés devaient de bonne heure choisir des maîtres de rhétorique pour leurs enfants. Enseigner aux jeunes Athéniens la rhétorique n'avait pas pour objectif de leur apprendre à faire de beaux discours et à faire les beaux eux-mêmes. Il n'était pas de promouvoir les précieux. Le but n'était pas esthétique mais très pragmatique. Il s'agissait de leur apprendre à se défendre eux-mêmes le jour où ils seront accusés à tort ou à raison. La parole était au cœur de la défense judiciaire.
Un maître en dialectique comme Socrate devait être à son avantage. L'affaire semblait jouée d'avance. Socrate allait jouer à domicile. À moins qu'il ne soit pas le maître annoncé mais un usurpateur. À moins qu'il soit maître dans un art ridicule et puéril, la philosophie, qui rend incapable de se défendre soi-même. Quand je vois, dit Calliclès, à un homme déjà vieux qui philosophe encore et ne renonce pas à cette étude, je tiens Socrate qu'il mérite le fouet. Le point faible de Socrate serait donc la philosophie qui devait être son point fort. Elle affaiblit ce qu'il y a de plus utile dans les tribunaux, l'art de la parole. Un tel homme, poursuit Calliclès, se condamne à n'être plus un homme, en fuyant le cœur de la cité et les assemblées où, comme le dit le poète, les hommes se distinguent et passent toute sa vie dans la retraite à chuchoter dans un coin avec 3 ou 4 jeunes garçons sans que jamais il sorte de sa bouche aucun discours libre, grand et généreux. Deux usages de la parole sont distingués ici. Le fait de chuchoter avec des enfants et le fait de parler avec des hommes. La philosophie est un langage puéril, la politique est un langage viril. On n'entend rien, finit Calliclès, aux lois de l'État et au langage qu'il faut tenir pour traiter avec les hommes dans les rapports privés et publics. On n'a aucune expérience des plaisirs et des passions, en un mot, des caractères des hommes. Parole puérile contre parole virile. Le procès de Socrate semblera donner raison à Calliclès par le fait de la condamnation. Le plaidoyer de Socrate fut-il un plaidoyer puéril? On pourrait le croire par moments. Socrate parlera avec ironie et dérision, comme s'il ne prenait pas le procès au sérieux. Lorsqu'il dit qu'il est l'homme le plus savant du monde, propose qu'on le reçoive au Prytanée avec les champions olympiques, ne parle-t-il pas comme un enfant, un irresponsable? Calliclès projette une lumière bien cruelle sur la figure de Socrate. Qu'en est-il vraiment? Cinq ans après la mort du philosophe, Xénophon rédige lui aussi une apologie de Socrate. Platon a vécu l'événement, Xénophon non. Pourquoi a-t-il voulu s'exprimer sur ce point? Le texte de Platon, quasiment une retranscription des paroles de Socrate, ne se suffit-il pas à lui-même? Xénophon indique d'entrée de jeu ce qui l'intrigue. Parmi les faits qui concernent Socrate, il en est un qui me parut digne d'être transmis à la mémoire. C'est, lorsqu'il eut été mis en jugement, sa détermination au sujet de son apologie et de sa mort. Xénophon considère que Platon a bien rendu compte de la noble fierté de son langage, mais qu'il a omis l'analyse du choix stratégique de Socrate face à la mort. Il ne lutte pas pour l'éviter, voire la recherche. Si l'on en croit Xénophon, Socrate a voulu mourir, mais pas n'importe comment, de la mort la plus douce. Il ne s'est donc pas défendu. Le texte de Xénophon pourrait davantage s'intituler « La non-apologie de Socrate ». Dès le début, Xénophon affirme que Socrate n'a pas plaidé. Il n'a pas composé de véritable apologie de plaidoyer efficace. Hermogène, en effet, lui raconte son échange avec Socrate. « Ne devrais-tu pas, Socrate, songer à ton apologie ?» Socrate lui aurait répondu « Ne te semble-t-il pas que je m'en suis occupé toute ma vie ?» Cela signifie qu'une vie de justice et de vertu est la seule vraie défense qui vaille. Socrate aurait même invoqué le dieu. 2 fois déjà j'ai essayé de préparer une apologie, et mon daimon s'y est opposé. Selon Xénophon, le discours de Socrate n'avait rien d'une apologie en bonne et due forme, de celles qui ont une efficacité et peuvent remporter le succès. L'explication qu'il offre n'est pas celle de Calliclès, qui considère de tels discours philosophiques comme des paroles puériles. Il considère que la seule explication qui reste est que Socrate a choisi de mourir pour construire sa légende et qu'il ne voulait pas être acquitté. C'est avec raison, cite encore Xénophon, que les dieux m'ont détourné de la préparation de mon discours quand vous croyez tous que je devais par tous les moyens chercher des échappatoires. Car si je l'avais fait, il est certain que j'aurais dû me résoudre, au lieu d'en finir dès ce moment avec la vie, à mourir tourmenté par des maladies ou par la vieillesse sur laquelle viennent fondre toutes les infirmités. Socrate ne s'est donc pas défendu sciemment, car il voulait accomplir sa légende par une mort choisie et douce plutôt que pénible et lâche. La contrainte se transforme en choix, la condamnation en liberté. Xénophon certes loue Socrate, mais ce qu'il loue, c'est son rapport à la mort davantage qu'à la vérité ou à la justice. Il a laissé de la vie la part la plus pénible et obtenu le genre de mort le moins douloureux.
Socrate, pour un peu, aurait profité de la peine de mort comme d'une aubaine pour s'offrir le trépas le plus doux. L'hommage est ambigu. Socrate n'a pas assuré sa défense et a affronté la mort avec courage, une mort douce cependant. Quel étrange éloge qui fait de Socrate un homme qui a eu le courage d'affronter la mort la plus douce. Cela conforte l'analyse de Xénophon, selon laquelle Socrate ne s'est pas défendu. Socrate, il est vrai, en parlant de lui avec tant de fierté devant le tribunal, souleva la jalousie et fit que les juges furent plus disposés à le condamner. La condamnation de Socrate est la défaite d'un spécialiste de l'éristique, l'art de combattre par la parole, mais c'est une défaite recherchée et voulue, donc quasi une victoire. Ce que révèle Xénophon, c'est que durant les années suivant la mort de Socrate, chacun s'interroge sur les raisons de la victoire ou de l'échec du sage, en un mot sur le sens à donner à sa mort. Xénophon a rencontré Hermogène qui lui offre une thèse confortable. Socrate a fait exprès de ne pas se défendre pour échapper à une mort indigne. Disons-le autrement. Socrate a fait le choix délibéré d'une digne mort. C'est l'euthanasie au sens littéral, la mort réussie, voire le suicide assisté par les juges. Mais le problème reste entier. Quelles que soient les raisons invoquées, il semble impossible de transformer une condamnation à mort en une victoire de la vie. En affirmant que Socrate ne s'est pas défendu, Xénophon à son tour ne le défend pas véritablement. Loin de rendre hommage à Socrate, Xénophon renforce le problème de son choix de défense. Nous en revenons donc aux reproches de puérilité adressés par Calliclès. N'est-il pas puéril de renoncer à sa défense devant des juges? N'est-il pas puéril de transformer un tribunal en tribune? Tel est le problème rencontré par Platon lorsqu'il restitue l'apologie de Socrate. Il l'a rendue publique avant Xénophon. Il y a une grande différence entre les deux textes. Platon propose un discours qui est à ses yeux un plaidoyer véritable. Si Xénophon publie la non-apologie de Socrate, Platon publie la véritable apologie de Socrate, et cela étant lui-même un geste apologétique. Platon prend la défense de Socrate. Il entend révéler ce que cela signifie que se défendre soi-même. Dans l'Exorde, Socrate fait une référence à la parole dont il va faire usage. Mais contre quoi doit-il se défendre ? Contre un discours prononcé préalablement par le jeune Mélétos. Le discours de Mélétos n'est pas restitué par Platon, mais il est décrit par Socrate. Ce discours a certainement été rédigé par un logographe, un spécialiste des discours, sorte d'avocat avant l'heure. Socrate oppose la tournure de phrases élégante et mensongère au discours spontané et sincère. Je vous demande aujourd'hui, dit-il au juge, de ne pas prendre garde à ma façon de parler, qui pourra être plus ou moins bonne, et de ne considérer qu'une chose et d'y prêter toute votre attention, c'est si mes allégations sont justes ou non. Socrate inverse les critères de discrédit. Ce ne sont pas les propos élégants qui sont virils et les propos spontanés qui sont puérils, ce sont les propos spontanés qui sont sincères et les discours préparés qui sont artificiels. Le talent de Socrate est si craint que ses ennemis même ont dans le discours d'accusation tenté de désamorcer par avance la charge oratoire à venir. Ce qui m'a le plus étonné parmi tant de mensonges, c'est quand ils ont dit que vous deviez prendre garde de vous laisser tromper par moi parce que je suis habile à parler. La parole séductrice de Socrate est attendue. Avant même qu'il ne parle, elle fait l'objet de mise en garde. Quelle est donc cette parole qui suscite tant de fantasmes, et va-t-elle prendre la forme d'une défense authentique ? Avant même de commencer sa défense, Socrate semble donner raison à Xénophon, qui disait qu'il ne s'était pas vraiment défendu. Socrate pose que c'est une gageure d'effacer dans les âmes des juges les calomnies qui y ont été gravées lorsqu'ils étaient jeunes. Je voudrais bien y parvenir si vous et moi devons en tirer quelque avantage, et ne pas perdre ma peine à faire mon apologie, mais cela me paraît difficile et je ne me fais pas d'illusions sur ce point. Il semble se résoudre à faire son apologie car cela est demandé par la loi. Je n'en dois pas moins obéir à la loi et plaider ma cause. Xénophon a-t-il raison de penser que Socrate ne s'est pas réellement défendu, mais seulement pour la forme? L'ensemble de l'apologie permettra de répondre.
Le plaidoyer de Socrate se divisera en 3 discours avec une importance majeure pour le premier. Le premier discours précède le vote sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Il est divisé par Socrate en 2 parties, qui sont comme 2 plaidoyers répondant à 2 accusations distinctes. Il va répondre aux anciennes accusations dont il a fait l'objet et ensuite aux accusations actuelles. Les anciennes accusations ne sont pas formelles. Il n'y a pas eu de plainte auprès d'un tribunal. Il s'agit de calomnies qui vont ouvrir la voie à l'accusation présente. Ces calomnies peuvent être décomposées en 3 chefs d'accusation. Socrate est coupable. Il recherche indiscrètement ce qui se passe sous la terre et dans le ciel, il rend bonne la mauvaise cause et il enseigne à d'autres à faire comme lui. En somme, Socrate est physicien, rhéteur et sophiste. Socrate commence par nier qu'il a jamais été physicien. Les physiciens en effet passent pour agir de façon blasphématoire car ils tentent de percer les secrets des dieux. Ceux qui les écoutent sont persuadés que les gens qui se livrent à ces recherches n'honorent pas les dieux. C'est en ce sens que le poète Aristophane a représenté Socrate dans Les Nuées. Cette pièce a une grande responsabilité dans la critique et dans l'accusation qui frappe Socrate. Le père de Phidippides l'envoie dans le philosophoire de Socrate pour y recevoir la meilleure éducation. C'est le philosophoire des âmes sages. Là sont logés des hommes qui disent et démontrent que le ciel est un étouffoir dont nous sommes entourés et nous des charbons. Ils enseignent, si on leur donne de l'argent, à gagner les causes justes ou injustes. Dans la pièce, les chefs d'accusation sont déjà présents. Socrate va corrompre Phidippides qui va battre son père. Il nie l'existence des dieux. Quel Zeus? Trêve de plaisanterie, il n'y a pas de Zeus. Enfin, il introduit de nouveaux dieux étrangers. À l'avenir, n'est-ce pas, tu ne reconnaîtras plus d'autres dieux que ceux que nous reconnaissons nous-mêmes. Le chaos, les nuées et la langue, ces 3-là. Tout au long de la pièce, un piètre Socrate dispense un enseignement risible de faux arguments entremêlés de considérations physiques fantaisistes. À la fin de la pièce, Phidippides bat son père et lui prouve qu'il a raison de le faire. Celui-ci, de rage, met le feu au philosophoire. Socrate a raison de craindre de ne pouvoir effacer des âmes de ses juges l'image d'un Socrate fantasque ridicule qui se mêle de prodiguer une sagesse dangereuse. Ce n'est pas seulement contre ses juges qu'il doit lutter, mais contre lui-même, contre une image trompeuse et calomnieuse de lui-même. Il commence par nier ses accusations selon lesquelles il serait un physicien. Il prend les juges à témoin. Dites-vous donc les uns aux autres si jamais quelqu'un de vous m'a entendu discourir peu ou prou sur de tels sujets. L'argument est bref et il peut surprendre. Au Moyen-Âge, le Timée était considéré comme l'ouvrage le plus important de Platon devant la République. Dans le Timée, nous avons des considérations de physique, un ensemble de théories sur la naissance du monde, des hommes, des phénomènes, de l'espace et du temps. Socrate ne prend-il pas des risques en prétendant n'être pas du tout physicien ? Il faut préciser qu'il n'est pas dans le Timée le physicien qui expose la théorie. Le personnage principal du dialogue est Timée, le personnage éponyme. C'est lui qui est physicien et non Socrate. L'argument vacille, mais se maintient. Ensuite, Socrate affirme ne pas être un sophiste. Sur le plan juridique, il le démontre clairement. Tous les sophistes se font payer. Or, Socrate ne se faisait jamais payer, donc il n'était pas un sophiste. Il est vrai qu'il avait des disciples, mais c'étaient des disciples libres qui s'attachaient à lui volontairement, tel Platon. Il n'est pas non plus rhéteur car il n'enseigne ni ne dispense de discours publics. Socrate est philosophe, il pratique la philosophie. L'engagement philosophique de Socrate s'exprime dans un passage de l'Apologie qui posera question, fera dire à Xénophon précisément que Socrate a parlé de lui avec fierté et a provoqué les condamnations des juges. Socrate fait ainsi parler ses juges. Mais alors, Socrate, d'où sont venues ces calomnies répandues contre toi ? Tu prétends que tu ne fais rien de plus extraordinaire que les autres, mais tu ne serais sûrement pas l'objet de tant de bruit et de racontars si tu ne faisais pas autre chose que les autres. Dis-nous donc ce qui en est, afin que nous ne te jugions pas à la légère. Socrate va raconter une histoire dont il sait qu'elle va heurter ses juges. Maintenant, Athéniens, n'allez pas murmurer même si vous trouvez que je parle de moi trop avantageusement.
Il allègue pour sa défense que ce n'est pas lui qui va se présenter avantageusement, mais un autre, Chéréphon, celui-là même qui apparaissait dans la pièce d'Aristophane. Il invoque également le témoignage d'Apollon en personne. Ce détail n'en est pas un. Socrate est accusé de blasphème. Il était commun à l'époque de faire paraître des témoins devant l'assistance. En sollicitant Apollon, Socrate semble faire paraître le témoin le plus irréprochable de tous. Il raconte que Chéréphon avait demandé à la Pythie du temple de Delphes, temple d'Apollon, s'il existait un homme plus sage que lui. La Pythie répondra que Socrate est l'homme le plus sage du monde. Ce sera le début d'une enquête philosophique. Que veut dire le Dieu et quel sens recèlent ses paroles? Car moi j'ai conscience de n'être sage ni peu ni prou. Que veut-il donc dire quand il affirme que je suis le plus sage? Car il ne ment certainement pas, cela ne lui est pas permis. Socrate interrogera 3 catégories de prétendus savants, les politiciens, les artistes et les artisans. Concernant les politiciens, il remarque qu'ils croient savoir beaucoup de choses, mais qu'ils ne savent rien. Je suis plus sage que cet homme-là, lui croit savoir quelque chose, alors qu'il ne sait rien, tandis que moi, si je ne sais pas, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc que je suis un peu plus sage que lui, par le fait même que ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir. Les artistes seront ignorants en un autre sens. Ils sont capables de produire de belles choses, mais ils ne savent pas comment ils font. Les poètes aussi ne sont point guidés dans leur création par la science, mais par une sorte d'instinct et par une inspiration divine, de même que les devins et les prophètes qui, eux aussi, disent beaucoup de belles choses, mais sans se rendre compte de ce qu'ils disent. Enfin, les artisans sont ignorants en un autre sens encore. Ils sont capables de réaliser des choses et peuvent transmettre leur art, mais parce qu'ils sont compétents dans un domaine, ils croient être compétents en tous. Parce qu'ils faisaient bien leur métier, chacun d'eux se croyait très entendu, même dans les choses les plus importantes, et cette illusion éclipsait leur savoir professionnel. Telle est l'origine de la fameuse formule de Socrate « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Comment peut-on être le plus savant en ne sachant rien? Ceux qui croient savoir alors qu'ils ne savent rien sont 2 fois ignorants, pas une fois savants. Celui qui sait qu'il ne sait rien est ignorant une fois et savant une fois également, même s'il s'agit du savoir le plus élémentaire. Expliquons la chose avec l'exemple de 2 mécaniciens, tous 2 incapables de réparer la voiture qu'on leur soumet. Quel mécanicien préférerions-nous? Celui qui dirait qu'il ne peut réparer la voiture, ou celui qui prétendrait pouvoir la réparer alors qu'il en est incapable? Celui qui sait qu'il ne sait rien est plus savant que celui qui croit savoir alors qu'il ne sait rien. Cette anecdote de Socrate, si elle est belle une fois lue hors contexte, si elle n'est plus qu'un être textuel, ne doit pas nous faire oublier l'essentiel. Elle a été prononcée en plein tribunal par un homme dont la vie dépendait de ses juges. Devant cette assistance, tenant son sort entre les mains, Socrate affirme être le meilleur des hommes, le plus sage, un homme envoyé sur terre pour accomplir une mission divine. En racontant cette histoire, Socrate n'a-t-il pas perdu son procès bêtement? N'a-t-il pas agi de façon imprudente, se déclarant plus savant que tous les hommes et partant de ses juges? L'analyse de Xénophon, parlant pour ainsi dire d'une défense suicidaire, ressurgit. Socrate a délibérément choisi de perdre la vie, et soit il est déraisonnable, soit il est incompétent. Comment comprendre cette défense paradoxale de Socrate?